Salut, est-ce que vous avez connu ça? Alors, ça c'est quoi? Eh bien c'est un tome de Dragon Ball. Mais vous l'aviez probablement déjà deviné. En fait, pour ceux à qui cette édition ne parle pas, il s'agit tout simplement de petits tomes de Dragon Ball vendus dans tous les tabacs presse de l'époque qui comportaient entre 2 et 3 chapitres chacun. Celui que je viens de vous montrer date de juin 2004 et c'est sans nul doute l'un des mangas en ma possession que je chéris le plus puisqu'il s'agit de mon tout premier manga. Un été, mon père l'a innocemment acheté en allant prendre le journal. Ça n'était pas plus destiné à moi qu'à mes frères et sœurs, et je pense que mon père était très loin de s'imaginer la portée qu'auraient ces 2,90 € sur l'un de ses enfants. Le timing était idéal. J'avais 7 ans et je venais de tomber amoureux de la bande dessinée. Donc très logiquement, ces quelques chapitres de Dragon Ball m'ont retourné la tête. Ce qui, entre nous, est assez étonnant car il m'a fallu plusieurs lectures pour comprendre que ça se lisait à l'envers. Sans vraiment en comprendre le sens, ces quelques pages m'avaient fait mettre un premier pied dans la bande dessinée japonaise, et c'est à partir de là que j'ai commencé à consommer des animés à la télé. Mais ce petit manga n'était qu'une introduction, une mise en bouche. En réalité, le truc qui m'a piqué et qui fait que 2 décennies plus tard je consomme toujours autant de mangas, c'est la première adaptation animée de Fullmetal Alchemist. C'était brillant. Très sombre, l'univers m'angoissait énormément, et en même temps, je trouvais ça fascinant. Entre temps, j'ai finalement lu les mangas, et c'est d'ailleurs le support papier que je comptais privilégier pour la vidéo. Le truc, c'est qu'en discutant autour de moi, j'ai réalisé que pour beaucoup, Fullmetal c'est et ça restera sa version animée de 2003. C'est un secret pour personne, FMA a reçu 2 adaptations animées. Une première en 2003 et une seconde bien plus fidèle au manga en 2009 qui porte le nom de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Du coup, changement de plan. Pour traiter au mieux le cas de FMA, aujourd'hui je vous propose qu'on s'amuse à comparer les 2 adaptations animées, on va aborder leurs axes principaux, voir les forces et les faiblesses de chacune d'entre elles, et quand tous vos souvenirs vous seront revenus, n'hésitez pas à aller lire votre version préférée dans les commentaires. Pour commencer, restons un peu en surface et comparons ces 2 adaptations sur leur forme. Déjà, à la base, comme je viens de vous le dire, j'étais persuadé que Brotherhood était la retranscription quasi exacte du manga en animé, et donc je pensais que j'allais pouvoir me permettre de m'en tenir qu'au manga. Mais force est de constater que l'anime a pris quelques libertés. Même si, de par sa fidélité à l'œuvre originale, Brotherhood ne connaît ni remplissage ni épisode superflu, j'ai été très surpris en voyant que certains passages du manga avaient été un peu rush, voire complètement supprimés. Entre le début de l'arc grid jusqu'à l'absorption de Edeline par Gluttony, il y a plein de petites libertés très étranges qui ont été prises par les réalisateurs. Globalement, tout va assez vite. La succession des événements a été quelque peu reconfigurée, tout ne s'enchaîne pas de la même manière que dans le manga, et il y a pas mal de bons gags qui ont été retirés. Alors, autant je peux comprendre qu'il soit difficile de rester 100% fidèle à un manga lorsqu'on l'adapte en animé, autant là, c'est vrai que ça donne des passages qui n'ont plus aucun sens. Prenez l'exemple de cette discussion entre Ed, Hal et Winry dans l'épisode 20. Dans le manga, Ed affirme que le corps de Hal existe encore en ce monde et il illustre son raisonnement par le fait que Hal a conservé de nombreux souvenirs. L'armure dans laquelle il vit ne disposant pas de cerveau, il tire donc la conclusion que son corps n'a pas complètement disparu. Avant d'en arriver à cette conclusion, il va demander à Winry de lui confirmer un souvenir dont lui a fait part Alphonse et que lui a complètement oublié. La réponse à cette question, c'est un gag qui est commun à l'animé et au manga, sauf que dans l'animé, Ed ne poursuit jamais son raisonnement après ça. Du coup, au milieu d'une discussion très sérieuse sur la récupération du corps de Hal, il y a ce truc-là qui est lâché, et puis plus rien. Ça n'a juste plus aucun sens. Ce que demande Ed à Winry dans le manga lui sert à introduire sa théorie. S'il n'argumente rien derrière, cette scène ne veut juste plus rien dire. Il y a plein d'autres petits trucs qui m'ont un petit peu gêné et que je n'arrive pas forcément à comprendre. Je sais pas si je suis pas juste un peu trop fan de l'œuvre originale d'Arakawa, mais j'ai l'impression que les erreurs de Brotherhood se trouvent souvent là où les réalisateurs ont voulu s'émanciper du manga. Bref, en gros c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, mais je trouve que certains détails manquent de développement, et pour ceux qui découvriraient FMA au travers de cette adaptation, je peux imaginer que vous ayez eu du mal à vous y attacher dans ses débuts. A contrario, l'adaptation de 2003 prend beaucoup plus le temps. Il y a quelques épisodes qui ne font pas du tout avancer la trame principale, chose complètement inexistante dans Brotherhood, et c'est vrai que je suis assez partagé quant à cette prise de liberté. On a eu de très bons fillers, certains personnages secondaires sont beaucoup plus présents, notamment Hughes et Nina, et ça c'est vrai que c'est assez bien vu de la part des réalisateurs car c'est quand même 2 morts clés du manga qui vont bouleverser les 2 frères, et en étant parfaitement honnête, si la mort de Nina est gênante dans Brotherhood, dans l'adaptation de 2003, vu qu'elle va suivre Ed et Hal durant plusieurs épisodes, ça en devient juste carrément traumatisant. Idem pour Hughes, auquel on s'attache un peu plus. Hughes est omniprésent dans la première partie de cet animé, et sa mort n'en est que plus douloureuse. Et ça résume en réalité assez bien la couleur de cet animé. FMA premier du nom est beaucoup plus sombre que Brotherhood. Autant dans son écriture que dans son visuel, on est sur quelque chose de beaucoup moins tout public.
Quand on regarde les épisodes, c'est assez frappant que les réalisateurs ont eu à composer avec les 7 ou 8 premiers tomes du manga, sûrement parce que l'auteur n'en savait pas encore suffisamment sur son histoire à ce moment-là. FMA premier du nom, c'est littéralement le début de Brotherhood, étalé sur 50 épisodes, avec un remaniement de certains détails clés pour construire une fin cohérente et aboutie. Évidemment, beaucoup de choses y ont été rajoutées pour enrichir le scénario, néanmoins, on sent quand même que la narration traîne un peu plus que celle de Brotherhood. D'ailleurs, un autre truc qui m'a frappé, c'est que les épisodes fonctionnent assez souvent par paire. C'était sûrement pour mieux coller au format télé de l'époque, mais du coup, ça a inévitablement donné lieu à du remplissage, ou à l'inverse, à certains raccourcis. Il n'empêche que visuellement, pour construire cet univers très dark, les scénaristes ne se sont privés de rien, la bande son est juste parfaite, et pour le coup, et ça reste que mon avis bien évidemment, mais je trouve qu'elle éteint complètement celle de Brotherhood qui est pourtant très bonne, et tous ces éléments ont construit une atmosphère très singulière qui contribue grandement au fait qu'encore aujourd'hui, beaucoup identifient Fullmetal Alchemist à cette première version. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui distingue véritablement les deux histoires? Pour commencer, parlons des antagonistes, parce qu'en réalité, c'est eux qui s'écartent à mon sens le plus de la trame originale dans la version de 2003, et qui, par extension, ont le plus influencé la direction qu'a pris l'anime. On a bien sûr nos 7 homonculus, encore que certains ne sont pas les mêmes que dans le manga, et un Big Boss qui pour le coup n'a absolument rien à voir. Dans FMA premier du nom, celle qui tient les ficelles, c'est Dante. Dante, contrairement au père des homonculus dans Brotherhood, est à l'origine une humaine qui transfère son âme de corps en corps depuis des siècles grâce à la pierre philosophale afin de fuir la vieillesse et la mort. Problème, la pierre de Dante n'est plus toute jeune, et les corps qu'elle emprunte pourrissent de plus en plus vite. Pour pallier à ça, Dante a besoin qu'un alchimiste réalise une pierre de toute urgence. Les candidats idéaux sont bien évidemment nos deux héros, puisque eux aussi recherchent activement la pierre, et pour cette raison, et c'est une chose commune aux deux adaptations, les frères Elric ne seront pas la cible des homonculus dans un premier temps. Le personnage de Dante est très intéressant et il est très bien amené. Genre, est-ce que vous aviez constaté que lorsqu'elle se faisait passer pour une simple grand-mère alchimiste, nous avions déjà des signes que quelque chose ne tournait pas rond. Durant l'arc Grid, on apprend que c'est Dante qui l'a mis au monde. Problème, Grid a 200 ans, et on va pas se mentir, il est pas franchement courant de croiser une femme de cet âge-là. L'anime ne rebondit jamais là-dessus, et c'est franchement malin, ça apporte de la subtilité à l'intrigue, j'ai trouvé ça très cool. Ceci étant, ce remaniement de l'histoire et ce nouvel antagoniste apportent aussi bon nombre de petites incohérences qui, personnellement, m'ont un petit peu dérangé lors de mon revisionnage. Déjà, on sent que les réalisateurs ont eu un peu plus de mal à exploiter l'armée. Leurs interventions paraissent assez hasardeuses je trouve, et si leur utilisation dans le massacre Ishval reste bien évidemment pertinente, la corruption de l'armée est bien moins utilisée dans cette première adaptation. La nécessité de corrompre un pays tout entier dans l'unique but de recréer la pierre est un peu tirée par les cheveux, puisque dans les faits, une simple bataille impliquant plusieurs milliers d'hommes aura finalement suffi à recréer la pierre, là où dans Brotherhood, le projet de père est bien plus ambitieux, puisqu'il tend à faire de lui un dieu, nécessitant ainsi le sacrifice d'Amestris tout entier, soit pas moins de 50 millions d'individus. Autre détail, et ça j'avoue que c'est peut-être moi qui ai juste raté un truc, mais dans la mesure où Dante est une alchimiste, je n'ai toujours pas compris pourquoi elle n'a pas simplement réalisé la pierre d'elle-même. Encore une fois, ça n'enlève rien au fait que Dante est très intéressante, notamment lors des échanges qu'elle aura avec Ed à la fin de l'anime, et dont on reparlera un peu plus tard. Dante est un bon antagoniste, mais ses ambitions et son histoire sont à mon sens trop maigres, proportionnellement à la grandeur que représente Amestris et ses origines. Pour ce qui est maintenant des homonculus, on a eu du très bon et du moins bon. Bon, la meilleure idée c'est évidemment leurs origines en elles-mêmes. Dans FMA premier du nom, les homonculus naissent de transmutations humaines ayant échoué. Et le fait qu'ils portent chacun le nom d'un des péchés capitaux est justifié plusieurs fois par Ed, qui considéra Sloth comme son péché. C'est évidemment dommage que les péchés attribués à chacun des homonculus ne collent pas toujours avec leur personnalité, mais c'est pas très grave en soi, d'autant que le point faible tourne autour des ossements du défunt à partir duquel les transmutations ont été tentées, je trouve ça hyper cool. Parmi les homonculus qui diffèrent de ceux du manga, on a bien évidemment Sloth. Sloth, c'est l'homonculus que Ed et Al ont créé en tentant de ramener leur mère à la vie. Elle a été très bien exploitée, elle occupe la place d'assistante de Bradley, dispose d'un pouvoir tournant autour de l'eau qui est très sympa, et son dialogue final lors de son combat contre Ed est potentiellement l'un des plus intéressants de l'anime. En fait, le seul truc qui est dommage avec Sloth, c'est qu'elle est victime de pas mal de décisions bizarres de la part des réalisateurs. Déjà, lui donner l'identité du soldat ayant déclenché la guerre d'Ishval, événement qui, je le rappelle quand même, a traumatisé le pays tout entier alors que ce dernier a été jugé et abattu pour son crime, ça n'a littéralement aucun sens. Je veux dire, comment les antagonistes ont pu s'imaginer que personne ne s'apercevrait que Sloth use d'une fausse identité en lui donnant le nom et le prénom d'un homme ayant fait autant parler de lui. Ensuite, il y a ce moment où Vrat fusionne avec elle alors qu'il a absorbé les ossements de Trisha, j'ai trouvé ça assez brouillon. Et enfin, dernier petit truc qui m'a un peu dérangé, mais on va pas se cacher que Ed, qui fait s'évaporer Sloth en transformant les molécules d'eau en molécules d'éthanol, ça n'a juste aucun putain de sens. Bon, ça reste des détails et ça n'affecte pas la personnalité de Sloth qui est géniale pour le coup, même si elle ne représente en aucun cas la fatigue, cette version-là de Sloth est bien plus intéressante que celle de Brotherhood.
Gluttony, pas grand chose à dire dessus, il est assez identique dans les deux versions. Par contre, partant du postulat que les homonculus naissent de transmutations ayant échoué, je serais très curieux de savoir ce qu'a tenté de ramener à la vie la personne à l'origine de Gluttony. Pride, qui pour le coup est King Bradley dans cet animé, il est bien moins intéressant, j'ai pas grand chose à dire sur lui pour le coup, donc on approfondira plutôt son autre version. Mention spéciale à son combat contre Mustang qui est loin d'être nul, même si bon, c'est vrai que Selim qui débarque dans la maison en feu pour donner à son père un crâne, on s'en serait bien passé. Dans la version de 2003, Pride est un peu un pantin, il manque de fond, le problème c'est qu'il souffre de sa comparaison avec son autre version. Grid, un peu dans la même dynamique que dans la version de Brotherhood, Grid est quand même beaucoup moins marrant, par contre il est plus torturé et ça j'ai trouvé ça super cool. Lorsqu'il se laisse mourir des mains de Ed sans qu'on s'en rende véritablement compte pour échapper à Dante, c'est très bien fait, surtout quand on comprend la signification de la fausse mort de Dante plus tard dans l'animé. Vrat, qui est incarné par le fils d'Izumi, il est à la fois agaçant et terriblement intéressant. Vrat est selon moi une excellente idée qui n'a pas su être exploitée à son plein potentiel. Le fait qu'il puisse utiliser l'alchimie grâce au bras de Ed est tellement pertinent que le voir scotché à slot est assez dommageable pour son développement. Ceci étant, il fait partie des rares homonculus à bien porter son nom, parce qu'il est vrai que Vrat est plutôt colérique. Pour ce qui est d'Envy maintenant, il est assez agaçant, mais c'est pas non plus une mauvaise chose. Son histoire tournée autour du fait qu'il serait l'enfant mort-né qu'Ohenheim a tenté de ramener à la vie est très intéressante, d'autant que ça lui crée un lien direct avec Ed qu'il ne peut pas s'encadrer dans les deux versions. Seul truc, on sent que les réalisateurs ont un peu trop voulu exploiter son pouvoir à des moments où ça n'a pas vraiment d'utilité. Genre, quel est l'intérêt de prendre l'apparence de Bradley pour aller donner des pierres à Vrat en plein milieu du QG de la marine alors que le véritable Bradley se trouve à Central et que c'est genre hyper facile à vérifier. Bref, je chipote, cette version-là d'Envy reste très cool. Et enfin Lust, qui est pour moi incroyable dans cet animé. Lust est terriblement touchante, avoir développé son histoire autour du frère de Scar, c'était dangereux mais ça a été bien construit. Lust poursuit des ambitions qui lui sont propres, celle de devenir humaine à part entière. Les discussions qu'elle aura autour de ça sont superbes et de manière générale, le fait qu'elle tente à plusieurs reprises de s'émanciper de Dante renforce sa personnalité, un peu à la manière de ce qu'on a vu avec Grid dans les deux versions de FMA. J'aurais adoré une happy end pour Lust, malheureusement la version de 2003 est intraitable avec ceux qui poursuivent un idéal. Ce qui différencie véritablement ces homonculus de ceux de Brotherhood, c'est le fait qu'ils ne soient pas rattachés à Dante par la seule force de leurs origines. Dante n'est pas leur créatrice, mais de par les ambitions qu'elle poursuit et sa force, elle a su fédérer les homonculus autour de ses projets. Cela nous offre des homonculus moins bêtes et disciplinés si je puis dire que dans la version Brotherhood, chacun est torturé par les souvenirs de sa précédente vie, pas vraiment sa précédente vie, mais on s'entend, on aime ou on n'aime pas, force est de constater que l'idée était très intéressante. Côté Brotherhood maintenant, c'est donc Père qui tire les ficelles, et au risque de ne pas mettre tout le monde d'accord, pour moi le personnage de Père est finalement une évidence. Avec lui, tout s'imbrique tellement bien que j'ai peu de doute quant au fait que le père des homonculus faisait partie des fondations de l'histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur les motivations qui auraient poussé les scénaristes de la première version à se dispenser du personnage dans l'éventualité où ils auraient eu connaissance de son existence. Les projets de Père sont littéralement le socle du lore de FMA, on peut trouver le personnage moins intéressant que Dante, mais en réalité sa personnalité est totalement assumée dans l'histoire, puisque son potentiel manque de profondeur résulte du fait qu'il s'est séparé de ses émotions en créant les 7 homonculus. Encore que moins intéressant, moi personnellement je ne trouve pas, certaines de ses discussions avec Ohenheim à l'époque de Xerxes et sa scène finale pourraient tenir sur une vidéo entière. C'est vrai que le père des homonculus est plus sobre que sa version féminine, mais il est à l'image de l'esprit de Brotherhood, où les personnages sont quand même davantage nuancés et réfléchis. Pour ce qui est des homonculus, globalement tous sont intéressants car ils incarnent tous véritablement l'un des 7 péchés capitaux. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez remarqué, mais chacune de leurs morts est en lien direct avec le péché qui les caractérise. Gluttony se fait manger, Vrat s'en va apaisé et le sourire aux lèvres, Pride prend la forme d'un bébé, etc. etc. Certaines fois c'est plus subtil que d'autres, mais reprenez chacune de ces 7 morts et vous verrez que l'auteur n'a jamais rien fait au hasard. C'est peut-être pas grand chose, mais c'est la somme de ces petits détails qui font la richesse d'une histoire. Je vais pas vous refaire le listing des homonculus, mais globalement, il y en a quand même 2 qui sont vraiment très intéressants selon moi, à savoir Bradley et Envy. Alors attention, ils le sont tous à leur manière, mais j'ai trouvé ces deux-là vraiment pertinents du début à la fin. Envy, j'en avais déjà parlé dans un short, mais je trouve sa version de Brotherhood complète, son final est juste magnifique, et pour ce qui est de Bradley, outre le fait qu'il nous ait proposé les plus beaux combats de l'animé, et je suis désolé de vous dire que ça n'est pas négociable, son histoire est folle, sa personnalité aussi, il est bien mieux travaillé que dans la version de 2003, Bradley est plus volatile, il a quelques dialogues assez flous et parfois on peine à comprendre le sens de ses motivations, puis finalement, toutes ces petites interrogations prennent finalement sens lors de son combat contre Scar, les dialogues entre ces deux-là sont juste parfaits et apportent une excellente conclusion pour les deux personnages, et je trouve que c'est ce genre d'opposition très symbolique qui manque un peu à FMA premier du nom.
Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, eh bien abordons le cas de Scar. Il y a très peu de choses que j'ai trouvé foncièrement moins bonnes dans la version de 2003, et encore une fois, l'anime est vraiment superbe. Ceci étant, parlons de ce qui est pour moi le gros point noir de cette adaptation, Scar. Je n'arrive pas à comprendre comment les réalisateurs ont pensé le personnage. Dans un premier temps, ils ont voulu en faire un gars hyper torturé qui peine à trouver du sens à sa vie. Puis c'est finalement en découvrant l'affaire Shoteker que Scar va décider de faire la guerre aux alchimistes. Alors, sur le papier, ce déclic, il n'est pas inintéressant. Mais en fait, dans la mesure où tout son peuple s'est fait massacrer par des alchimistes d'État, on n'avait pas forcément besoin d'ajouter ça pour justifier ses motivations. Mais bon, ça à la limite, c'est pas très important. En fait, le gros problème de Scar, c'est vraiment ses dialogues. Les dialogues de Scar sont hyper vides. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu en VF qui a joué un rôle, mais genre vraiment je l'ai trouvé super ennuyeux et vraiment balourd par moments. L'idée de faire de son bras droit une pierre philosophale inachevée, c'était vraiment pas bête, mais pareil, ça lui octroie des pouvoirs qui sont juste pas bien amenés. Y a pas vraiment de mauvaises idées dans sa construction, mais sa réalisation est creuse et c'est vraiment dommage d'être passé à côté du personnage. Même quand il va décider de recréer la pierre pour stopper l'armée, c'est très précipité, et de manière générale, toutes ces décisions plus extrêmes les unes que les autres sont toujours prises en un éclair. Je trouve que ce Scar-là souffre des mêmes défauts que Sasuke. Ceci étant, son final est vraiment sympa, avec pour le coup 2-3 dialogues assez chouettes concernant la relation qu'il entretenait avec son frère, mais même là, je trouve quand même que ça reste assez superficiel quand on le compare à son homonyme de 2009. Parce que le Scar de Brotherhood poursuit sensiblement le même but, celui de venger son peuple dans un premier temps, puis de poursuivre le travail de son frère pour mettre un terme au plan des homonculus dans un second. Et là, pour le coup, la transition entre ces deux décisions est beaucoup plus progressive. Scar, c'est quelqu'un de torturé, certes. C'est pas pour autant qu'il est nécessaire d'en faire un être impulsif et irréfléchi. Son évolution au fil du manga passe par bon nombre de rencontres et de discussions, sans jamais avoir eu à dénaturer sa personnalité. Brotherhood arrive à le rallier à nos héros avec intelligence et subtilité. Dans cette version, je le trouve même très touchant. Il n'a pas besoin de nous rappeler toutes les 5 minutes que sa vie n'aura été que souffrance, on le comprend au travers de détails, son regard, sa pudeur quand il s'adresse à Winry, son premier sourire à la toute fin de l'anime. Voilà comment on arrive à redéfinir le concept de bien et de mal dans une histoire, en amenant le spectateur à éprouver de l'empathie pour des individus aussi complexes que Scar. Maintenant, côté Mustang et sa bande, ça donne quoi? Globalement, dans FMA premier du nom, la bande de Mustang est un peu plus mise de côté. C'est pas forcément dramatique, car ça s'est fait au profit de bien d'autres acteurs de l'anime, mais pour moi qui apprécie beaucoup Mustang et Hawkeye, ça m'a un petit peu manqué. Il y a quand même un truc très sympa qui a été ajouté à Mustang, c'est son traumatisme d'Ishval. Alors attention, je suis pas en train de dire que dans Brotherhood, Mustang s'est éclaté à calciner des Ishval, mais si vous voulez, il a quand même plus de facilité à en parler, et on le sent un peu plus détaché que dans la version de 2003. Il y a notamment cette scène où il n'arrive pas à conclure son combat contre Ed à cause d'un vieux souvenir qui lui revient, Ishval le hante pas mal, et c'est assez bien exploité par les réalisateurs. Le vrai problème du Mustang de 2003, c'est que même s'il nous est présenté comme un stratège, cette facette-là est beaucoup moins illustrée que dans Brotherhood. Mustang apparaît beaucoup plus dépendant du destin des deux frères, et c'est assez dommage pour le coup. Pour ceux qui auraient zappé, dans la version de 2003, c'est Mustang qui a tué les parents de Winry, et en soi, why not? C'est pas complètement stupide dans la mesure où ils n'ont été que quelques alchimistes d'État envoyés sur le terrain pour conclure cette guerre, donc rien de franchement tiré par les cheveux dans le fait d'avoir désigné Mustang pour commettre ce crime. Ce truc là, ça va permettre de pas mal développer le personnage de Winry, un petit peu à la manière de ce qu'on trouve dans Brotherhood dans sa relation avec Scar, mais j'avoue ne pas avoir compris pourquoi aucune discussion entre Mustang et Winry n'a vu le jour. Ça aurait été super intéressant pour développer encore davantage le passé de Mustang et son traumatisme de la guerre. Dans Brotherhood, Mustang est davantage au centre de l'œuvre, au point qu'il volerait presque la vedette aux deux frères Elric à certains moments. En témoigne le fait que sans jamais avoir réalisé de transmutation humaine, il a quand même été désigné comme candidat au sacrifice. Dans cette seconde adaptation, Mustang tient vraiment toutes les promesses de sa réputation. Stratège hors pair et ambitieux, il est sans nul doute l'alchimiste le plus dangereux pour les homonculus. Parce que, outre sa capacité à déjouer leur plan, il en a quand même éliminé 2, et c'était véritablement 2 no-match. Alors, pour Lust, je sais, c'est discutable, mais dans les faits, Mustang debout avec 2 gants fonctionnels, c'est quand même un très mauvais moment à passer pour un homonculus. Sa relation avec Ed est sensiblement la même dans les 2 adaptations, celle avec son équipe également. J'ajouterai juste qu'il fait davantage l'objet de gags dans Brotherhood, et c'est un humour qui fonctionne plutôt bien, donc c'est que du plus. Pour ce qui est des autres, au même titre que Mustang qu'elle accompagne partout, Hawkeye est plus mise en avant, elle dispose de ses propres moments, comme par exemple quand elle parle de la guerre à Ed, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Globalement, elle fait preuve de plus d'initiative, et sa relation avec Mustang est nettement plus aboutie dans Brotherhood selon moi. Et pour ce qui est du reste de l'équipe, j'ai pas grand chose à ajouter, de pair avec leur colonel, ils sont tous un peu plus présents dans Brotherhood, donc un peu plus attachants. Concernant les autres personnages secondaires, il y a là aussi pas mal de choses qui diffèrent. Grosso modo, on sent que la version de 2003 s'est vachement raccrochée aux éléments qu'ils avaient reçus de l'auteur. On a beaucoup d'individus communs aux 2 versions, mais qui sont beaucoup plus exploités dans celle-ci.
Je parlais de Hughes et Nina tout à l'heure, mais c'est malheureusement et également le cas de Shaw Tucker, qui ne meurt pas des mains de Scar et qui sera présent durant tout l'anime. Il y a aussi Rose qui est beaucoup plus présente, et d'ailleurs je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur la noirceur de cet animé, mais j'avais jamais capté que Rose avait un enfant suite à cette scène où elle se fait capturer par des soldats. L'absence du père du bébé laisse très peu de doute quant aux atrocités dont elle a été victime durant la guerre de Lior. Il y a quelques autres personnages qui sont un peu plus exploités, genre Basque Grant, Martel, Shishka. Shishka, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, vous me direz. Bon, on va pas tous les faire, mais ils sont tous pertinents, et c'est vraiment cool de leur avoir donné cette seconde vie. Et enfin, il ne faut pas négliger ceux qui ont été rajoutés dans l'histoire, à savoir Archer et les frères Trigun qui s'intègrent très bien à l'univers de FMA. Que ce soit Archer ou les deux frères, il y aurait évidemment des choses à améliorer, mais c'est deux profils qu'on ne retrouve pas dans Brotherhood et qui sont très intéressants. Côté Brotherhood maintenant, concernant les personnages exclusifs, c'est littéralement un festival. Les gars de Briggs avec Olivier Mustang qui est exceptionnel, Lin Lanfanefu idem, Mei qui est très sympa également, et plein d'autres qui se rallient tous pour la plupart à nos deux frères. Dans Brotherhood, il y a une réelle volonté de fédérer autour des deux frères Elric qui est hyper touchante, et ça nous a d'ailleurs offert un superbe combat contre Envy chargé de symbolique, dont je reparle un petit peu après. Après dans le lot, on a aussi pas mal de personnages secondaires communs aux deux animés mais exploités différemment. Que ce soit Winry qui est moins spectatrice dans la version de 2003, Izumi dont l'arc de ses retrouvailles avec Ed et Hal sera plus centré autour d'elle, ou encore Armstrong qui a sensiblement le même rôle mais qui aura plus l'occasion de briller dans Brotherhood. Et enfin, il reste évidemment deux individus dont on n'a pas encore parlé. Qu'en est-il de nos deux frères Elric? Les frères Elric sont à l'image un petit peu de tout ce que je viens de vous dire. Globalement, leur quête reste la même, celle de retrouver leur corps d'origine. Ce qui va vraiment les distinguer, c'est leur personnalité. Alors, brisons tout de suite la glace, les deux frères sont beaucoup plus matures dans Brotherhood que dans la version de 2003. Alors, pour en avoir parlé un petit peu autour de moi, les avis là-dessus sont assez partagés. Chez certains, l'immaturité d'Alphonse et le côté très tranché et colérique de Ed sont pertinents, puisqu'il s'agit d'enfants, et de manière générale, ils apprécient le fait que nos héros ne soient pas parfaits, ça leur offre une belle évolution au fil de l'animé. Et puis, à contrario, il y a ceux qui ont préféré la nuance de la version de 2009, le côté plus sobre d'Edward et la maturité et la douceur d'Alphonse. C'est évidemment deux points de vue qui se comprennent parfaitement, c'est très subjectif, mais me concernant, je suis plutôt partisan de la version Brotherhood. Dans FMA premier du nom, Edward a tendance à démarrer au quart de tour, et je trouve que ça appauvrit par moments certains échanges qui auraient pu être très intéressants. Mais le truc qui m'a véritablement dérangé, et Dieu sait que c'est pourtant un élément parfaitement compréhensible, c'est l'immaturité d'Alphonse. Alors oui, c'est peut-être plus que normal qu'un enfant de son âge tende à ressembler à cette version. Mais ça m'a tendu par moments. La dispute entre lui et Ed à la suite de sa rencontre avec Barry ressemble à un mauvais épisode de télé-réalité, et le moment où il refuse que Ed achève Slot est terriblement frustrant, surtout quand on sait que c'est ça qui provoquera la mort de Lust quelques minutes plus tard. Leur relation avec leur père est elle aussi très différente. Hohenheim est assez peu exploité dans la version de 2003, un peu plus grâce au film qui est sorti peu de temps après, mais là aussi je trouve que Brotherhood a proposé quelque chose de plus abouti. En témoignent juste les raisons de son départ. On a quand même d'un côté Hohenheim qui quitte sa famille car il ne veut pas que sa femme voie son corps pourrir, et de l'autre une quête pour éparpiller les âmes des anciens habitants de Xerxes dans tout le pays afin de mettre à mal les projets de l'antagoniste final. A mon sens, cette seconde version est le témoin d'une meilleure planification de l'histoire, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une idée de l'auteur elle-même, néanmoins, force est de constater que ça exploite bien mieux le personnage. Et pour finir, côté alchimie, ça donne quoi? Le fonctionnement reste le même, un cercle pour ceux qui n'auraient pas vu la vérité, la pierre philosophale qui naît de sacrifices humains, et l'omniprésence de ce fameux principe de l'échange équivalent. On notera toutefois certaines prises de liberté empruntées par la version 2003, notamment la montre des alchimistes d'État qui décuple les pouvoirs de leur porteur, ou plus généralement certains raccourcis comme le moment dont je vous ai parlé tout à l'heure, où Ed change des molécules d'eau en molécules d'éthanol. Bref, malgré tout ça, les deux histoires s'y tiennent plutôt bien, et en réalité, c'est le concept philosophique qui se trouve derrière l'échange équivalent qui va différer entre les deux animés. L'idée reste la même, celui de conclure l'histoire sur le fait que l'échange équivalent n'a rien d'absolu. Pour obtenir quelque chose, en abandonner une autre de même valeur n'est pas toujours la seule et unique possibilité. Dans la première adaptation, les réalisateurs mettent les deux pieds dans le plat, et la discussion est super intéressante. C'est lors de son échange avec Edward à la toute fin de l'animé que Dante et Hohenheim vont complètement déconstruire le principe de l'échange équivalent. Dante, elle, va se servir du concept de méritocratie et de justice pour illustrer l'absurdité d'une telle croyance. En effet, dans un monde régi par l'échange équivalent, comment expliquer qu'à travail et à sacrifice égal, les hommes n'accèdent pas tous au même poste? Comment se fait-il qu'il y ait des riches et des pauvres? Les hommes ne naissent malheureusement pas tous égaux, et leur simple volonté ne suffisent pas à faire disparaître ces inégalités. Hohenheim, quant à lui, va montrer ça de manière beaucoup plus imagée.
en prenant l'exemple d'une radio cassée. Si l'alchimie permet de déconstruire puis recomposer à partir des mêmes composants, qu'en est-il de la force déployée dans la reconstruction d'une radio cassée? Quand bien même aucun composant ne manquerait à cette radio, d'où provient l'énergie déployée pour sa reconstruction? De par cette absence de réponse, l'alchimie permet donc d'obtenir plus que ce qu'on a à lui offrir. D'ailleurs, il continue en révélant que cette énergie provient de l'âme des personnes qui décèdent dans cet autre monde qui se trouve derrière la porte. Alors, tout ça, ça va évidemment faire énormément de mal à Ed, car lui et son frère ont toujours avancé et se sont battus fidèlement au principe de l'échange équivalent, et la déconstruction de cette thèse serait synonyme d'absence de retour sur investissement concernant tous les efforts qu'ils auront mis dans cette quête pour retrouver leur corps. Mais rassurez-vous, les réalisateurs avaient tout prévu et clôtureront parfaitement cela sur un dernier échange d'Ohenheim dans lequel il parlera de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de désintéressé, et il dira qu'il est heureux d'apprendre que l'échange équivalent n'a rien d'absolu, car ça confirme que l'amour que l'on peut porter à ses enfants est une chose qui vous offre beaucoup plus que ce que vous ne pourriez lui offrir en retour. Cette approche de l'échange équivalent, comme je vous l'ai dit, elle est très terre à terre, mais les dialogues sont extrêmement bien construits et les réalisateurs ont superbement maîtrisé la chose. C'est d'ailleurs, je pense, l'un des points qui contribue le plus à rendre la fin de FMA premier du nom aussi bonne. Quant à Brotherhood, on est sur quelque chose de bien plus fin, mais du coup je trouve que cette approche manque de dialogue clé comme on a pu l'avoir avec l'adaptation de 2003. En fait, ce que tente de démontrer Brotherhood durant tout l'animé, c'est que 1 plus 1, ça fait pas 2. C'est vraiment cette chose-là qui déconstruit durant toute l'histoire le principe de l'échange équivalent. Au début de l'animé, Ed et Al sont très solitaires et ils sont convaincus qu'ils parviendront à récupérer leur corps par leurs propres moyens. Les deux frères peinent à s'en remettre aux adultes et c'est assez bien amené au regard de leur histoire. Le truc, c'est qu'au fil de leur aventure, indépendamment de leur volonté, beaucoup de gens vont s'attacher à nos deux héros et vont les aider dans leur quête. Si au début les deux frères n'y prêtent pas spécialement attention, cela va vite devenir un problème lorsque Hughes va se faire assassiner alors qu'il tentait de percer les mystères qui entouraient l'armée et la pierre philosophale. Les deux frères, qui jusque-là n'avaient jamais pensé à regarder derrière eux, se sont aperçus qu'ils n'étaient pas seuls, mais apprendre cela au prix de la vie de Hughes va les effrayer et ils vont perdre foi en leur projet. Heureusement, après quelques très belles discussions, notamment avec la femme de Hughes, ils vont finir par accepter cette main qui leur est tendue, mais pas seulement, puisqu'il ne sera plus jamais question de laisser l'un de leurs amis mourir. Et ce truc-là, eh bien, c'est toute la clé autour de la question de l'échange équivalent. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais du combat d'Envy, je faisais allusion à celui contre les chimères Scar, Marco et Mei. C'est exactement ce phénomène-là dont je voulais vous parler. Mei est la représentante de la plus petite région de Xing. Marco est un alchimiste torturé qui cherche à tout prix à se faire pardonner pour ses agissements lors de la guerre d'Ishval. Les deux chimères sont des expériences menées par l'armée qui ont perdu tout lien avec leur famille, et Scar est un individu ayant tout perdu jusqu'à son nom. Tous ces individus, on pourrait les caractériser de rebuts, dont l'avenir semble plus qu'incertain. Pourtant, c'est la somme de ces individus rejetés de tous qui va venir à bout d'Envy et qui iront même jusqu'à déjouer les plans de père aux côtés de nos héros. L'illustration de ce truc-là est énormément appuyée par les dialogues d'Envy, témoin que ce groupe qui s'est improvisé dans les montagnes enneigées de Briggs n'est pas la simple somme de plusieurs individus, mais une entité à part entière qui, de par les rêves, les espoirs et le courage dont elle est porteuse, démultiplie la force de chacun. Et le point final à tout ça, c'est quoi finalement? C'est cette dernière discussion que Ed aura avec la vérité. Durant cette scène, il est question d'un échange qui n'a plus rien d'équivalent aux yeux de Ed, puisqu'en échangeant simplement ses pouvoirs d'alchimiste, lui et son frère vont pouvoir vivre paisiblement leur vie aux côtés des gens qu'ils aiment. Leur aventure ne leur a pas permis de changer le prix à payer pour retrouver leur corps, puisque dans les faits, à connaissance égale, Ed aurait pu procéder à cet échange depuis le départ. Non, la chose la plus précieuse que leur quête leur a offerte, c'est ce nouveau regard qu'ils portent sur la vie et les gens qui les entourent. De par toutes les belles rencontres qu'ils auront faites, les deux frères qui ne juraient que par l'alchimie ont finalement appris à s'ouvrir aux autres. Ce qui a véritablement changé chez eux, c'est l'intérêt qu'ils portent à leur entourage et à leurs proches, et c'est ça qui déconstruit toute la notion d'équivalence, de l'échange équivalent. Sur ce coup-là, je vous avoue que j'ai pas vraiment de préférence. J'aime autant les deux approches de la chose. Encore un grand bravo aux deux adaptations pour leur magnifique conclusion de l'œuvre. Maintenant, je vais ajouter encore quelques derniers petits détails que je savais pas où caler dans la vidéo et qu'il me semble bon d'aborder. Déjà, les deux fins. La véritable fin de la version de 2003, c'est le film, et le film, il faut en parler. Contrairement aux souvenirs que j'en avais, il est très bon. Il comporte quelques incohérences, mais il y a vraiment d'excellentes idées. Le combat de Vrat contre Gluttony est magnifique, et vraiment je vous invite à aller le regarder si vos souvenirs de FMA premier du nom sont encore suffisamment frais, car il en vaut vraiment le coup. Ceci étant, on reste globalement sur une fin qui finit de manière assez troublante. C'est souvent le cas avec ce genre de happy end en demi-teinte, mais personnellement, j'adore avoir ce genre de sentiment à la fin d'une série. Brotherhood, quant à lui, est une pure happy end, sur tous les plans. Tout est bien qui finit bien. J'avoue que quand j'avais fini le manga la première fois, ça m'avait un peu dérangé, mais aujourd'hui, et avec du recul, je ne changerai rien à cette fin, car elle fait prendre tout son sens à la philosophie portée par la série.
Pour ce qui est de la porte ou la vérité, peu importe, je trouve le concept beaucoup plus simple à comprendre dans FMA premier du nom. C'est un peu chelou cette histoire de second monde, je suis d'accord, mais dans Brotherhood le concept reste assez flou. J'avoue que cette absence de réponse claire autour de cette notion rend le truc un peu plus mystique. C'est pas forcément une mauvaise chose et je pense que c'était volontaire de la part d'Arakawa, mais je suis certain que beaucoup ont préféré l'approche beaucoup plus claire imagée de la première adaptation. J'ai pas forcément d'avis là-dessus non plus. Pour finir, j'ajouterai une dernière chose, je les ai pas toutes révélées, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de détails dérangeants dans la première version, que ce soit ces incohérences, j'en ai cité quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a des dialogues qui sont vraiment bizarres par moments, encore une fois je sais pas si la VF y est pour quelque chose, mais genre, enfin je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Parfaitement, j'oublierai jamais le jour où je t'ai vu chez elle avec le même moignon que t'as aujourd'hui, gueulant dans ton sommeil. Oh j'ai mal, mamie, je vais faire pipi dans ma culotte! Pitoyable. C'est pas forcément un truc sur lequel il faut s'arrêter car l'anime est moins récent, donc c'est normal de le voir commencer à vieillir. Notamment, fallait que je le notifie. Bon, dans l'idée, et je pense que vous l'avez deviné, j'adore les deux adaptations. 20 ans après, de par toutes les choses que j'ai pu lire et voir depuis, la raison m'oblige à penser que Brotherhood reste quand même la meilleure version de Fullmetal Alchemist. Maintenant, je vais pas vous mentir, la première adaptation, elle me renvoie directement en enfance. Que ce soit pour sa touche un peu rétro, sa bande son de malade, FMA premier du nom, c'est une expérience de visionnage qui m'est très personnelle, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à la juger autrement que comme l'œuvre qui m'a fait apprécier l'univers du manga. Alors, disons que, parce que c'est ma vidéo, je dispose du totem d'immunité, et donc pour répondre à la question suivante, quelle est la meilleure version de Fullmetal Alchemist, je répondrai simplement le manga d'Hiromu Arakawa. Bien sûr, je compte sur vous pour mouiller un petit peu plus que moi et me dire quelle est votre adaptation préférée. J'ai épinglé 2 commentaires sous la vidéo pour que vous puissiez voter. Pour ça, très simple, vous avez juste à liker le commentaire de votre choix. N'hésitez pas à argumenter votre vote pour complémenter la vidéo. Sur YouTube, les avis et les commentaires laissés sont au moins aussi intéressants et utiles pour traiter d'un sujet que la vidéo en elle-même. Allez, ce sera tout pour moi, à très bientôt.